Il est 5 heures du matin. Le château le plus puissant d'Europe est plongé dans le noir. Les bougies sont mortes. Et dans les couloirs de Versailles, un bruit monte, des pas. Pas des pas de courtisans, des pas lourds, mouillés, des semelles de femmes qui ont marché 6 heures sous la pluie depuis Paris. Elles sont 7000, peut-être plus, trempées, affamées, armées de pics, de couteaux de boucher, de bâtons et d'une rage que rien ne peut plus contenir. Certaines portent des têtes humaines au bout de leurs armes, pas des symboles, des vraies têtes. Celles de 2 gardes du roi, décapités moins d'1 heure plus tôt. Et à l'étage, Marie-Antoinette entend ce bruit monter vers elle. Elle se lève, pieds nus, en chemise de nuit. Elle court dans un passage secret qu'elle connaît par cœur, un passage qui servait au plaisir et qui, ce matin, doit lui sauver la vie. Elle arrive devant la porte des appartements du roi, elle frappe, la porte est fermée. Derrière elle, les pas se rapprochent. Ce matin-là, des femmes qui n'arrivaient plus à nourrir leurs enfants ont fait ce qu'aucune armée n'avait jamais osé faire. Elles ont pris Versailles, et la monarchie française ne s'en est jamais remise. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez ce soir, et à la fin, dites-moi si on vous avait déjà raconté cette version de l'histoire. Abonnez-vous si vous en avez assez des contes de fées sur Versailles. J'ai passé 15 ans à comprendre comment Versailles tenait debout, comment ce système de cours, d'étiquettes, de façades dorées maintenait tout un pays à distance du pouvoir. Ce que je vais vous raconter ce soir, c'est le jour où tout ça s'est effondré, en quelques heures. Et ce qui me trouble encore, après toutes ces années avec les archives, les mémoires, les témoignages, c'est la vitesse. Un siècle de monarchie absolue, défait en une nuit par des femmes que personne n'avait jamais écoutées. Les manuels vous donnent un résumé en 2 paragraphes. Les archives racontent autre chose. Heure par heure, cri par cri. Voici ce que j'ai trouvé. Pour comprendre ce qui s'est passé cette nuit-là à Versailles, il faut d'abord comprendre ce qui se passait dans les rues de Paris. Et ce qui se passait dans les rues de Paris en octobre 1789, c'est très simple. Les gens avaient faim. Pas faim comme une gêne, pas faim comme un repas sauté, faim comme une douleur constante, quotidienne, qui ne s'arrête jamais parce qu'il n'y a plus de pain ou parce que le pain qui reste coûte la moitié de ce qu'un ouvrier gagne en une journée, une miche, la moitié d'un salaire. Et quand vous avez 3 enfants qui pleurent le soir, cette arithmétique-là, elle vous détruit. L'été a été catastrophique. La récolte de blé, dévastée par la grêle 1 an plus tôt, n'a jamais été compensée. Les moulins tournent au ralenti. Les boulangeries ouvrent de plus en plus tard, avec de moins en moins de farine, et ferment parfois avant midi. Les étagères vides, les volets tirés, et dehors, des files de femmes qui attendent depuis l'aube et qui repartiront les mains vides. Ce sont les femmes qui font la queue, toujours les femmes. Parce que dans le Paris de 1789, c'est aux femmes que revient la charge de nourrir la famille. Les hommes travaillent quand il y a du travail, mais c'est la mère, la sœur, la fille aînée qui se lève avant le soleil, qui traverse les rues encore noires, qui attend des heures devant une porte qui ne s'ouvrira peut-être pas. Les rapports de police de Paris pour ce mois d'octobre existent encore. Je les ai lus. Ce qui frappe, ce n'est pas les chiffres, même si les chiffres sont accablants. C'est le ton des commissaires. Ces hommes, dont le métier est de noter les faits sans émotion,
commencent à glisser des commentaires dans leurs rapports. L'un d'eux écrit que des femmes viennent avec leurs nourrissons dans les bras, qu'elles restent 5 heures dans le froid et qu'elles repartent en pleurant. Un commissaire de police qui note que des femmes pleurent, ça veut dire que la situation a dépassé ce que le langage administratif peut contenir. Et pendant ce temps, à 20 kilomètres de là, Versailles mange. Les registres des cuisines royales pour la première semaine d'octobre 1789 sont conservés aux archives nationales. Ils détaillent, jour par jour, ce qui est préparé pour la table du roi et de la cour. Des dizaines de plats par repas, du gibier, de la volaille, des pâtisseries, des fruits, du vin en quantité que je préfère ne pas convertir en litres, parce que le chiffre serait obscène. Le roi mange, la reine mange, les courtisans mangent, les domestiques mangent les restes des courtisans, qui sont eux-mêmes plus copieux que tout ce qu'une famille parisienne peut espérer en une semaine. Ce contraste n'est pas une métaphore, c'est un fait matériel, vérifiable, documenté. D'un côté, des femmes qui se battent dans la rue pour un morceau de pain noir, de l'autre, un palais où la nourriture est si abondante qu'on en jette. Mais la faim seule n'explique pas ce qui va se passer. La faim, les Parisiens la connaissent. Ils ont l'habitude. Ce qui transforme la faim en rage, ce qui fait basculer des milliers de femmes de la résignation à l'action, c'est une nouvelle qui arrive de Versailles dans les premiers jours d'octobre. Et cette nouvelle est un banquet. Le 1er octobre, les gardes du corps du roi ont organisé un dîner au château. Un grand dîner, fastueux, arrosé. Normal, dirait-on. Les militaires fêtent l'arrivée d'un nouveau régiment. Sauf que pendant ce dîner, selon les témoignages qui filtrent très vite jusqu'à Paris, quelque chose s'est passé. La cocarde tricolore, le symbole de la Révolution, le signe que le peuple porte depuis juillet, a été piétinée, foulée aux pieds par des officiers ivres qui ont crié « Vive le roi !» en écrasant les couleurs de la nation sous leurs bottes. Est-ce que c'est exactement ce qui s'est passé? Les témoignages divergent. Certains parlent d'une cocarde arrachée, d'autres d'un geste plus symbolique. D'autres encore disent que l'incident a été exagéré, amplifié, déformé par les journaux révolutionnaires pour attiser la colère. C'est probable. La frontière entre le fait et la rumeur, en octobre 1789, est presque impossible à tracer. Mais ça n'a aucune importance, parce que ce qui compte, ce n'est pas ce qui s'est réellement passé à ce banquet. C'est ce que Paris a cru qu'il s'était passé. Et ce que Paris a cru, c'est que pendant que ses enfants crèvent de faim, les soldats du roi boivent, mangent et crachent sur le peuple. Le matin du 5 octobre, au marché des Halles, une femme se met à battre un tambour. Personne ne sait exactement qui elle est. Les archives du Châtelet, les dépositions prises après les événements, mentionnent plusieurs noms, mais aucun ne fait consensus. Ce qu'on sait, c'est qu'elle bat le tambour et que d'autres femmes se rassemblent. Vite, en quelques minutes, elles sont des dizaines. En 1 heure, des centaines. Avant midi, elles sont des milliers. Ce mouvement n'a pas été planifié, pas organisé par les clubs politiques, pas orchestré par les députés, pas commandé par Lafayette ou Danton ou qui que ce soit dont vous avez entendu le nom. C'est un mouvement spontané, né de la faim, de la colère et d'un tambour dans un marché. Et leur destination est claire. Elles vont à Versailles, chercher le roi, chercher la reine, chercher du pain. Elles ne demandent pas la permission.
Elles sont déjà en route quand la nouvelle atteint l'hôtel de ville. 7000 femmes, peut-être davantage, les estimations varient selon les sources, et personne, ce jour-là, ne s'est arrêté pour compter, avance sur la route de Versailles. 20 kilomètres, 6 heures de marche, et il pleut. Pas une pluie fine d'automne, pas une bruine poétique, une pluie froide, lourde, d'octobre, le genre qui traverse les vêtements en quelques minutes et qui ne s'arrête pas. La route entre Paris et Versailles, en 1789, n'est pavée que par tronçons. Le reste, c'est de la terre battue, et de la terre battue sous la pluie, c'est de la boue. Les femmes marchent dans cette boue avec des chaussures qui n'ont pas été faites pour ça, des souliers de marché, des sabots de travail, certaines pieds nus parce qu'elles n'ont plus de chaussures du tout. La boue colle, ralentit, alourdit chaque pas, et elles avancent quand même. Qui sont-elles? Pas un bloc, pas une masse uniforme. Les dépositions du Châtelet, ces interrogatoires menés après les événements, où des centaines de témoins ont raconté leur version, permettent de distinguer des visages. Il y a les poissardes des halles, les marchandes de poissons, les plus bruyantes, les plus organisées, celles qui savent crier et qui n'ont peur de personne. Il y a des ouvrières des faubourgs, des blanchisseuses, des couturières. Il y a des bourgeoises, pas beaucoup, mais quelques-unes, sorties de chez elles ce matin-là, sans savoir exactement pourquoi, emportées par le mouvement. Il y a des prostituées, il y a des mères avec des enfants, accrochés à leurs jupes. Et il y a des hommes, déguisés en femmes. Pour certains, les sources le confirment. Des hommes en robe, en bonnet, mêlés au cortège, peut-être pour se protéger. La foule est féminine et tirer sur des femmes est une chose que même la troupe hésite à faire. Peut-être parce que ce mouvement de femmes est aussi un mouvement de tout un peuple qui a décidé que l'attente était terminée. Elles portent des armes, des pics, des fourches, des couteaux de boucher pris dans les étals des halles, quelques fusils volés aux arsenaux ou récupérés Dieu sait où, et un canon. Un vrai canon traîné depuis l'hôtel de ville, tiré à bras par des femmes dans la boue. L'image est presque absurde, et elle est absolument réelle. Ce qu'elle crie en marchant, les témoins l'ont retenu. Du pain, d'abord. Le cri le plus simple, le plus ancien, le plus impossible à ignorer. Mais très vite, un autre slogan prend le dessus, repris en chœur par des milliers de voix. On va chercher le boulanger, la boulangère et le petit mitron. Le boulanger, c'est le roi. La boulangère, c'est la reine. Le petit mitron, c'est le dauphin, un enfant de 4 ans. Le message est clair. Elles ne vont pas à Versailles pour négocier. Elles vont chercher la famille royale, la ramener à Paris, de gré ou de force. L'histoire officielle a souvent présenté cette marche comme un épisode presque folklorique. Des femmes du peuple, courageuses mais un peu désordonnées, allant demander du pain au roi. C'est un mensonge par omission. Ce qui se déplace ce jour-là sur la route de Versailles, ce n'est pas une délégation. C'est une armée, sans uniforme, sans général, sans plan de bataille, mais une armée quand même, portée par une colère que rien ne peut plus contenir. Et derrière elle, à distance, un homme essaie de rattraper la situation. Lafayette, le héros de l'Amérique, le commandant de la garde nationale de Paris. Quand il apprend que les femmes sont parties, il hésite, longtemps, trop longtemps, des heures en fait. Ses officiers le pressent, la municipalité de Paris le presse. Tout le monde comprend
que si ces femmes arrivent seules à Versailles, sans encadrement, sans autorité militaire pour canaliser le mouvement, le résultat sera imprévisible. Lafayette finit par se mettre en marche avec 15 000 gardes nationaux, mais il part des heures après les femmes. Il est en retard, et il le sait. Son rapport à l'Assemblée, rédigé après les faits, est un document extraordinaire de sous-estimation calculée. Il y présente sa décision comme mesurée, réfléchie, stratégique. La réalité, c'est qu'il a été débordé. Les femmes n'ont attendu personne. Elles n'ont demandé la permission à personne. Et quand Lafayette arrivera à Versailles, ce sera pour constater que le mouvement le précède, que la foule est déjà là et que son autorité ne vaut pas grand-chose face à 7000 femmes qui ont marché 6 heures sous la pluie pour une raison que lui, le marquis, le noble, le militaire décoré, n'a probablement jamais ressenti de sa vie. La faim. Imaginez un instant ce que c'est, pas la faim en tant que concept, la faim physique, concrète, celle qui vous réveille la nuit, qui empêche vos enfants de dormir, qui transforme chaque journée en calcul. Et maintenant imaginez que quelqu'un vous dit que le roi, votre roi, celui qui est censé nourrir son peuple, donne des banquets à 20 kilomètres de chez vous pendant que vos enfants pleurent. Gardez cette image, elle est essentielle pour comprendre ce qui va se passer cette nuit. En fin d'après-midi, le cortège atteint Versailles, les grilles du château apparaissent dans la pluie, et les gardes, derrière ces grilles, regardent arriver quelque chose qu'aucun plan de défense n'a jamais prévu. Versailles n'a pas été construit pour résister à une foule, il a été construit pour l'éblouir. Les grilles dorées, les perspectives infinies, les statues, les fontaines, tout ce décor a été conçu par Louis XIV pour impressionner, pour écraser, pour faire sentir aux visiteurs sa propre petitesse face à la grandeur du roi. Mais ce soir-là, les femmes qui se pressent contre les grilles ne sont pas impressionnées. Elles sont trempées, glacées, furieuses, et elles n'ont pas marché 20 kilomètres pour admirer l'architecture. Les grilles tiennent pour l'instant. Mais la nuit tombe. Et la nuit, à Versailles, rien ne se passe comme prévu. 2000 femmes dorment dans la salle de l'Assemblée nationale, à quelques centaines de mètres du château. Les bancs des députés servent de lit. Les allées servent de dortoir. L'odeur est celle de vêtements mouillés, de corps épuisés, de laine qui sèche mal. Le reste de la foule, des milliers de personnes, est dehors, dans les cours, sous la pluie qui ne s'arrête pas, autour de feux de fortune qui fument plus qu'ils ne chauffent. Et à l'intérieur du château, le roi a cédé. Pas sur tout, pas encore. Mais Louis XVI a reçu une délégation de femmes dans la soirée, 6 d'entre elles, choisies par la foule, introduites dans les appartements royaux par des couloirs qu'elles n'avaient jamais vus et qu'elles ne reverront jamais. Le roi les a écoutées, il a promis du pain, il a signé des ordres d'approvisionnement pour Paris. Il a dit les mots qu'il fallait dire avec cette courtoisie un peu gauche qui était la sienne. Louis XVI n'a jamais su parler aux gens, même quand il essayait sincèrement. Les 6 femmes sont reparties. L'une d'elles, une jeune ouvrière de 17 ans, nommée Louison Chabry, s'est évanouie en sortant de l'audience, de fatigue, de faim, d'émotion ou des 3 à la fois. Le roi, dit-on, l'a fait relever et lui a offert un verre d'eau. Ce détail figure dans plusieurs témoignages. Il est presque touchant et il est absolument insuffisant parce que dehors, la foule ne se calme pas.
Les ordres d'approvisionnement sont des mots sur du papier. Les femmes veulent du pain, pas des promesses. Et surtout, elles veulent autre chose. Quelque chose que le roi n'a pas encore compris, ou qu'il refuse de comprendre. Elles veulent qu'il vienne à Paris, quitter Versailles, s'installer dans la capitale, vivre au milieu de son peuple, au lieu de régner depuis un palais à 20 kilomètres de la réalité. C'est ça, la revendication profonde de cette journée. Pas seulement du pain, un roi présent, un roi qui voit ce que son peuple vit, un roi qui ne peut plus se cacher. Louis XVI ne dit ni oui ni non, il hésite, c'est ce qu'il fait le mieux. Et pendant qu'il hésite, la nuit avance. Vers minuit, Lafayette arrive enfin avec ses 15 000 gardes nationaux. Il obtient une audience avec le roi. Il assure que tout est sous contrôle. Il garantit la sécurité de la famille royale. Il convainc Louis XVI d'aller se coucher. Et puis, Lafayette, l'homme qui est censé maintenir l'ordre, va se coucher aussi, dans un hôtel de Versailles, à quelques minutes du château. J'ai lu des dizaines de récits de cette nuit, et ce moment-là me pose toujours problème. 15 000 gardes nationaux, 7 000 femmes furieuses massées autour du château, des gardes du corps royaux sur les nerfs, épuisés, sachant que la foule les déteste. Lafayette sait tout ça, et il va dormir. Les historiens ont cherché des explications, l'épuisement, la confiance excessive, un calcul politique. Peut-être, mais quand je lis les sources, ce que je vois, c'est un homme qui ne mesure pas ce qui est en train de se passer, qui ne comprend pas que la nuit n'est pas finie. Elle ne l'est pas. Entre 5 et 6 heures du matin, l'aube n'est pas encore levée, le ciel est gris-noir, la pluie a peut-être cessé, mais le froid est mordant. Un groupe trouve une grille mal fermée, pas la grande grille dorée de la cour d'honneur. Une grille secondaire, une entrée de service, un de ces passages que les domestiques utilisent pour circuler sans être vus. La grille cède et ils entrent. Ce qui se passe ensuite, les manuels scolaires l'escamotent, une phrase, parfois deux. La foule a envahi le château, comme si c'était un mouvement de foule ordinaire, comme si envahir suffisait à décrire ce qui s'est passé dans ces escaliers et ces couloirs entre 5 et 6 heures du matin. Les gardes du corps du roi sont postés à l'entrée des appartements royaux. Ils sont une poignée. La foule est immense. Le premier garde touché s'appelle Miomandre de Sainte-Marie. Il est blessé, pas tué, il survivra, mais de justesse. Le deuxième se nomme du Repère, même sort. Ils résistent autant qu'ils peuvent, ce qui veut dire quelques minutes, dans un couloir de marbre, face à des centaines de personnes armées de pics et de couteaux. 2 autres gardes n'ont pas cette chance. Varicourt et Deschutes, leurs noms figurent dans les rapports, mais presque personne ne les connaît. Ils sont tués, et ce n'est pas le mot juste. Ils ne sont pas tués comme on meurt au combat. Ce qui leur arrive est plus proche du lynchage. Leurs corps sont frappés, piétinés, mutilés. Leurs têtes sont coupées, fichées sur des pics. Et ces pics sont brandis dans les cours du château, au milieu des cris, sous un ciel qui commence à peine à blanchir. Le sang coule sur le marbre, ce marbre que Louis XIV a fait poser pour impressionner les ambassadeurs, pour refléter la lumière des lustres, pour projeter l'image d'une monarchie éternelle. Ce marbre-là est maintenant taché de rouge, et personne ne le nettoiera avant des heures. C'est à ce moment que Marie-Antoinette se réveille, ou plutôt, c'est à ce moment qu'on la réveille. Une de ces femmes de chambre, alertée par le bruit,
entre dans sa chambre et lui dit de fuir. Maintenant, tout de suite, sans s'habiller. La reine se lève. Elle est en chemise de nuit, pieds peints et nus sur le sol froid. Elle prend le passage secret qui relie ses appartements à ceux du roi. Ce passage étroit, dissimulé dans les boiseries, que la cour connaît bien pour d'autres raisons. Le même passage par lequel, des années plus tôt, elle se rendait chez Louis XVI dans des circonstances intimes. Ce matin, elle le traverse en courant, dans le noir, pendant que derrière elle, à quelques mètres, peut-être moins, la foule enfonce la porte de sa chambre. Elle arrive devant la porte des appartements du roi. Elle frappe, fermée. Elle frappe encore. Les secondes durent des heures quand quelqu'un essaie de vous tuer. Et je ne dramatise pas, c'est exactement ce qui se passe. La foule qui a pénétré dans ses appartements a lacéré son lit à coups de pic. Si elle était restée 30 secondes de plus, cette histoire se terminerait ici. La porte s'ouvre, elle entre, elle est en vie, et puis vient le moment que je ne m'explique pas. Lafayette arrive, réveillé, enfin, trop tard, comme d'habitude. Il comprend que la situation est au bord du massacre total. Il convainc la famille royale de paraître au balcon. C'est un pari insensé. En bas, dans la cour de marbre, des milliers de personnes hurlent. Des pics portent des têtes humaines. Proposer à la reine de se montrer à cette foule, c'est lui demander de se tenir debout face à des gens qui, une heure plus tôt, voulaient patauger la tuer. Marie-Antoinette sort sur le balcon, avec ses 2 enfants d'abord, puis seule. Lafayette s'incline devant elle et lui baise la main, un geste théâtral, calculé, destiné à la foule autant qu'à la reine. Et la foule bascule. Je ne sais pas comment le décrire autrement. Des gens qui hurlaient « À mort l'Autrichienne » se mettent à crier « Vive la reine !» Pas tous, pas partout, mais assez pour que le moment change de nature. Quelque chose se passe sur ce balcon qui échappe à l'analyse rationnelle, un mélange de courage, de théâtre, de fatigue collective, et peut-être, d'un reste de respect pour une femme qui a eu le cran de se montrer. Les archives ne l'expliquent pas, m'expliquent pas. Moi non plus. Mais ce qui suit, les archives l'expliquent. Très bien. La foule crie autre chose maintenant. Le roi à Paris, le roi à Paris. Et cette fois, Louis XVI n'hésite plus. Il paraît au balcon. Il dit oui. La famille royale partira pour Paris. Versailles est terminé. Le cortège qui quitte Versailles ce matin-là est la chose la plus étrange que la France ait jamais vue. Essayez de vous le représenter. En tête, les femmes, celles qui ont marché depuis Paris la veille, qui n'ont pas dormi, qui sont couvertes de boue séchée et de pluie fraîche, qui portent des pics et des bâtons, et certaines portent encore les têtes des gardes au bout de ces pics, les cheveux collés par le sang, les yeux ouverts. Derrière elles, des chariots de farine et de grains réquisitionnés dans les réserves de Versailles. Le roi a tenu au moins cette promesse-là. Les femmes marchent à côté des chariots et crient aux passants « On ramène le boulanger, la boulangère et le petit mitron, on ne manquera plus de pain. » Et derrière les chariots, encadré par la garde nationale de Lafayette, le carrosse royal. Louis XVI est dedans. Marie-Antoinette est dedans. Le dauphin, 4 ans, est dedans. Madame Royale, 11 ans, est dedans. La sœur du roi, Madame Élisabeth, est dedans. Ils avancent au pas parce que la foule avance au pas et parce que personne ne laissera ce carrosse aller plus vite que la foule. Le voyage prendra des heures. 6 heures pour 20 kilomètres.
la même durée que la marche de la veille, mais en sens inverse et avec le roi en prime. Je me suis souvent demandé ce que Marie-Antoinette voyait par la fenêtre de ce carrosse. Les mémoires de Madame Campan, sa première femme de chambre, sa confidente, la femme qui connaissait chaque détail de sa vie quotidienne, donnent quelques indices, mais restent pudiques. Madame Campan n'était pas dans le carrosse ce jour-là. Elle reconstitue d'après ce qu'on lui a raconté. Et ce qu'on lui a raconté, c'est le silence de la reine. Marie-Antoinette n'a presque rien dit pendant le trajet. Pas de larmes, pas de cris, pas de colère visible. Le silence. Mais dehors, le silence n'existe pas. La foule chante, insulte, acclame. Parfois les trois dans la même minute, parfois les trois dans la même phrase. Des femmes montent sur les chariots de farine et dansent. D'autres marchent à côté du carrosse et tapent sur les vitres. Des hommes tirent des coups de fusil en l'air. C'est un triomphe et c'est un enterrement. C'est une fête et c'est une humiliation. Les mots manquent parce que la scène elle-même refuse de rentrer dans une seule catégorie. Le contraste avec ce que cette femme a connu est vertigineux. Marie-Antoinette, celle qui donnait des bals à Versailles, qui jouait à la bergère au petit Trianon dans des robes de mousseline blanche, qui commandait des pièces de théâtre privées et des jardins anglais, qui avait fait construire un hameau entier pour s'amuser à traire des vaches. Cette femme-là est maintenant assise dans un carrosse encadré par des pics, traversant une campagne boueuse, escortée par les gens qu'elle n'a jamais vus et qui la haïssent, ou du moins qui haïssent ce qu'elle représente. La distinction est importante, mais elle ne change rien au voyage. Quelque part sur cette route, un détail. Les chariots de farine sont décorés de branches de peuplier. Personne ne sait qui a eu cette idée. C'est un geste étrange, presque joyeux, presque funéraire, comme si la foule elle-même ne savait pas si elle célébrait une victoire ou accompagnait un deuil. Les branches vertes sur les sacs de farine blanc, sous un ciel gris d'octobre. L'image n'a rien de grandiose. Elle est simplement vraie. En début d'après-midi, le cortège entre dans Paris. La ville est noire de monde. Les rues sont bordées de Parisiens qui regardent passer leur roi, beaucoup pour la première fois. Louis XVI n'est jamais venu à Paris, ou si peu. Versailles était conçu pour ça, tenir le roi à distance, le protéger du peuple, faire de la monarchie une chose lointaine et sacrée. Ce système a fonctionné pendant un siècle. Il prend fin sur cette route, dans cette boue, sous ces cris. Le carrosse s'arrête devant l'hôtel de ville. Louis XVI descend. Il est accueilli par le maire de Paris, Bailly, qui prononce un discours. Le roi répond quelque chose. Les mots exacts varient selon les sources. Tout le monde, ce jour-là, entend ce qu'il veut entendre. Ce qui est certain, c'est que le roi accepte publiquement ce que la foule exige depuis la veille. Il restera à Paris. Il vivra parmi son peuple. Il ne retournera pas à Versailles. Et puis, le carrosse reprend sa route, cette fois vers les Tuileries. Le palais des Tuileries, ancienne résidence royale, abandonnée depuis des décennies, à moitié vide, poussiéreuse, mal chauffée, mal éclairée. Personne ne l'a préparée, personne ne s'attendait à ce que la famille royale y emménage ce soir. Quand ils arrivent, c'est presque la nuit. Les pièces sont glaciales, les meubles sont couverts de draps, les domestiques improvisent, des bougies ici, un feu de cheminée là, des draps propres trouvés Dieu sait où. Madame de Tourzel, la gouvernante des enfants royaux, raconte dans ses mémoires que le petit dauphin, 4 ans, regarde autour de lui et dit «
Tout est bien laid ici, maman. Une phrase d'enfant. Peut-être la phrase la plus honnête prononcée ce jour-là. Marie-Antoinette ne répond pas, ou si elle répond, personne ne l'a noté. Les registres des Tuileries pour les jours qui suivent sont d'une banalité presque insoutenable. Des commandes de bougies, de draps, de bois de chauffage, de provisions. La logistique d'une famille qui s'installe dans un lieu qu'elle n'a pas choisi. Il y a quelque chose de très humain dans ces listes. Pas de tragédie, pas de grandeur, pas de discours, juste quelqu'un qui commande du bois parce qu'il fait froid. Et à 20 kilomètres de là, Versailles se vide, pas d'un coup, pas ce soir-là. Mais dans les jours et les semaines qui suivent, le château se dépouille comme un arbre en novembre. Les courtisans partent. Ceux qui restent n'ont plus de raison de rester. La cour est là où le roi se trouve, et le roi est à Paris. Les domestiques ferment les volets. Les cuisines éteignent les feux. Les jardins continuent de pousser, mais personne ne les regarde. Plus tard, des mois, des années plus tard, le mobilier sera inventorié, vendu, dispersé, les tableaux décrochés, les lustres démontés. Le palais le plus spectaculaire d'Europe deviendra un bâtiment vide, traversé par le vent, hanté par son propre souvenir. Mais ça, c'est l'avenir. Ce soir, la seule chose qui compte, c'est un enfant de 4 ans dans un palais froid qui dit que tout est laid, et sa mère qui ne trouve rien à répondre. Il y a une question que personne ne pose sur cette journée. Pas les historiens, pas les documentaires, pas les manuels. Tout le monde raconte ce qui s'est passé. La marche, la pluie, les pics, le sang, le balcon, le carrosse. Mais personne ne demande ce qui aurait dû être demandé depuis le début. Qui avait raison ? Les femmes qui ont marché 6 heures sous la pluie parce que leurs enfants n'avaient plus rien à manger. Est-ce qu'elles avaient raison de forcer les grilles d'un château, de tuer des hommes, de menacer une famille entière, d'arracher un roi à sa résidence par la force, ou les gardes du corps qui ont donné leur vie pour protéger un souverain qui ne comprenait pas ce qu'on mangeait à 20 kilomètres de sa table? Est-ce qu'ils avaient raison de se tenir debout dans ce couloir face à des centaines de pics pour défendre un système qui les écrasait autant que les autres? La réponse honnête, c'est que la question elle-même est mal posée. Ce n'est pas une histoire de bien et de mal, c'est une histoire de distance. Versailles a été construit pour créer de la distance. C'est son architecture, c'est sa fonction, c'est sa raison d'être. Louis XIV n'a pas bâti ce palais pour vivre confortablement. Il l'a bâti pour être inaccessible, pour mettre entre lui et son peuple un espace si vaste, si orné, si écrasant de beauté et de pouvoir que personne n'oserait le traverser. Les grilles dorées, les perspectives infinies, les jardins qui s'étendent à perte de vue, tout ça dit la même chose. Le roi est là-bas, et vous êtes ici, et la distance entre les deux est le fondement même du royaume. Pendant un siècle, ça a tenu. Les gens ont eu faim avant, sous Louis XIV aussi, sous Louis XV aussi, mais la distance tenait. Le roi était trop loin, trop haut, trop sacré pour qu'on aille le chercher. Le 5 octobre 1789, 7000 femmes ont comblé cette distance, à pied, en 6 heures, sous la pluie. Ce n'est pas une métaphore, c'est exactement ce qui s'est passé. L'espace que Louis XIV avait créé pour protéger la monarchie, cet espace physique, géographique, mesurable en kilomètres, a été annulé par des femmes en sabots, et la monarchie, privée de sa distance, s'est retrouvée nue.
un roi qui hésite, une reine en chemise de nuit, un enfant qui trouve tout laid, pas de grandeur, pas de majesté, juste des êtres humains qui ne contrôlent plus rien. Ce que les manuels retiennent de cette journée, c'est un événement politique. Le roi est ramené à Paris. Point. Chapitre suivant, la Constitution, la fuite à Varennes, la chute de la monarchie, la terreur. Le 5 octobre devient une étape, un jalon, une case à cocher dans la chronologie. On passe vite. Mais les archives, elles, ne passent pas par la tête et passent pas vite. Les dépositions du Châtelet, ces centaines de témoignages recueillis dans les mois qui ont suivi, sont conservés aux archives nationales. Je les ai lues, pas toutes, parce qu'il y en a trop, mais suffisamment pour comprendre quelque chose que la chronologie ne dit pas. Ces femmes avaient des noms, des métiers, des adresses, des enfants dont elles donnaient l'âge. Elles ont raconté leur journée avec une précision qui n'a rien à voir avec le discours politique. Elles ont raconté la boue, le froid, la peur, le moment où elles ont entendu les coups de feu, le moment où elles ont vu le sang. Une blanchisseuse du faubourg Saint-Antoine raconte qu'elle est partie le matin sans prévenir son mari. Une marchande de poissons, des Halles, explique qu'elle a marché pieds nus, parce que ses souliers se sont déchirés au bout de 2 heures. Une ouvrière de 17 ans, Louison Chabry, celle qui s'est évanouie devant le roi, décrit l'intérieur du château avec des yeux qui n'avaient jamais rien vu de semblable. Pour elle, Versailles n'est pas un symbole, c'est un endroit réel, avec des dorures et du marbre et des lustres, et elle ne comprend pas comment un lieu pareil peut exister dans le même pays que sa rue. Ce qui me frappe dans ces témoignages, après des années à les relire, ce n'est pas la colère, c'est la clarté. Ces femmes savent exactement ce qu'elles ont fait et pourquoi elles l'ont fait. Elles n'ont pas honte, elles ne regrettent pas, elles n'intellectualisent pas. Elles disent « Mes enfants avaient faim, le roi avait du pain. Je suis allé le chercher. » La logique est implacable dans sa simplicité. Et en face, il y a d'autres témoignages, ceux des gardes du corps survivants, ceux des domestiques du château, ceux de Madame Campan, qui décrit la fuite de la reine avec une précision clinique, les pieds nus, la chemise de nuit, la porte fermée, les secondes qui n'en finissent pas. Ces gens-là aussi avaient peur. Ces gens-là aussi étaient pris dans quelque chose qui les dépassait. Varicourt et Deschutes, les 2 gardes tués, ne défendaient pas une idée. Ils faisaient leur travail. Ils se trouvaient au mauvais endroit. Et l'histoire ne retient pas les noms des gens qui se trouvent au mauvais endroit. Il serait facile de conclure par une leçon, de dire que cette journée nous enseigne quelque chose sur le pouvoir, sur le peuple, sur la distance entre gouvernants et gouvernés. Ce serait vrai, mais ce serait aussi trop propre, trop net. L'histoire n'est pas une fable. Ce que je retiens, après toutes ces années avec ces documents, c'est autre chose. C'est plus simple et plus difficile à dire. Des femmes qui n'avaient pas de quoi nourrir leurs enfants ont marché 20 kilomètres sous la pluie et ont changé l'histoire de France. La plupart n'ont jamais su qu'elles avaient changé quoi que ce soit. Elles sont rentrées chez elles, elles ont nourri leur famille avec la farine des chariots royaux, et elles ont repris leur vie. Les mois suivants, les années suivantes, la Révolution, la Terreur, l'Empire, les ont emportés comme tout le monde. Leurs noms ont disparu des registres. Leurs visages n'ont jamais été peints, mais leurs témoignages sont là, dans des cartons, aux archives nationales,
classées, numérotées, oubliées. Des voix de femmes qui ont parlé une fois devant un greffier, dans un bureau du Châtelet, et qui n'ont plus jamais été écoutées. 3 siècles, c'est long, mais les archives ont de la patience. Un détail vous a marqué plus qu'un autre? Dites-le moi. C'est souvent dans vos commentaires que je trouve mes prochaines pistes. Les archives contiennent des centaines d'histoires comme celle-ci. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine. Le prochain épisode vous montrera ce qui s'est passé derrière les murs des Tuileries quand la famille royale a compris qu'elle ne reviendrait jamais à Versailles